Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français, en direct de Beijing. Et à la une de l'actualité, le Premier ministre chinois Li Keqiang a présenté le rapport de travail annuel de son gouvernement lors de l'ouverture de la session législative chinoise 2016. Ce document évoque le travail réalisé l'an dernier et les stratégies de l'année prochaine. Et dans ce rapport, le chef du gouvernement chinois détermine les objectifs économiques de l'année 2016. La croissance du PIB a d'ailleurs été évaluée entre 6,5% et 7%. Les objectifs principaux de développement pour 2016 sont les suivants. Une croissance du PIB située entre 6,5 et 7%. Nous avons tenu compte de la nécessité de parvenir à la réalisation d'une société de moyenne aisance à tous les égards, mais aussi du besoin de faire progresser les réformes structurelles. Cela aidera également à guider les attentes du marché et à les stabiliser. Le but du maintien de la stabilité de la croissance est tout d'abord d'assurer l'emploi et de favoriser le bien-être de la population. Un taux de croissance compris entre 6,5 et 7% permettra un plein emploi relatif. L'an passé, l'objectif de croissance du PIB se situait autour de 7%. La croissance réalisée par la Chine est de 6,9%, la progression la plus basse en 25 ans. Le pays, sous le coup d'un ralentissement économique, cherche à développer un modèle de croissance durable. Dans son rapport de travail, Li Keqiang reconnaît les défis auxquels son pays est confronté, parmi lesquels les bulles inflationnistes immobilières, la pollution de l'environnement et un excès de la capacité des industries lourdes. L'année 2016 marque le début du 13e plan quinquennal chinois. Dans ce plan qui prendra fin en 2020, les réformes structurelles sont prioritaires. Ce samedi, le Premier ministre chinois a affiché sa confiance dans la capacité de la Chine à atteindre ses objectifs. Il a déclaré que les objectifs économiques sont en accord avec le but ultime chinois, qui est de terminer la réalisation d'une société de moyenne aisance à tous les égards. Parmi les autres objectifs présentés par le gouvernement, on peut citer le maintien autour de 3% de la croissance de l'indice des prix à la consommation, la création d'au moins 10 millions de nouveaux emplois en milieu urbain ou encore un taux de chômage limité à 4,5% dans les villes du pays. Le président chinois s'est joint à un groupe de discussion formé par des députés de Shanghai lors de la session annuelle de l'Assemblée populaire nationale. Le président Xi Jinping a déclaré que les 5 dernières années ont été importantes pour le développement de la Chine grâce à des progrès dans les secteurs politiques, économiques, culturels, sociaux et écologiques. Xi Jinping a également souligné l'importance de la réforme structurelle de l'offre en rappelant que le pays devrait être plus innovateur, coordonné, écologique, ouvert et partager davantage son développement. Le président chinois a aussi émis une mise en garde contre l'indépendance de Taïwan en disant qu'il ne serait pas permis que la tragédie historique de la sécession se répète. Le président chinois Xi Jinping a déclaré que la propriété publique joue un rôle important et diverses formes de propriété doivent se développer côte à côte. Le président chinois a fait ses remarques lors de sa participation à des discussions de groupe avec des conseillers politiques de l'Association pour la construction démocratique de Chine et la Fédération nationale de l'industrie et du commerce. Xi Jinping a souligné l'importance de soutenir le secteur de l'industrie privée. Il a ajouté que le gouvernement reste déterminé à créer un environnement favorable aux entreprises. Le président a indiqué que le gouvernement s'efforcera de proposer des formes de financement efficaces et pratiques aux petites et moyennes entreprises, ainsi que d'encourager à injecter des capitaux privés dans les industries qui auparavant relevaient du domaine de l'État. Des membres de la CCPPC ont rappelé les commentaires faits par le président Xi lors de la session en cours du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois. J'ai proposé que des expositions sur les hautes technologies du secteur privé et militaire devraient être organisées tous les ans au lieu de tous les 2 ans. Cela nous aiderait à mieux nous informer sur les derniers progrès techniques. J'ai proposé de réduire les taxes pour les micro et petites entreprises et aussi de contribuer financièrement à leur développement. Ces 2 éléments sont ceux que les micro et petites entreprises se soucient le plus et espèrent résoudre rapidement.
Le président Xi a déclaré que les responsables du gouvernement devraient être plus attentifs aux besoins des entrepreneurs et les aider à résoudre leurs problèmes. Il a indiqué qu'il est impératif que les responsables se rapprochent des entrepreneurs, mais en même temps, la relation entre responsables et entrepreneurs doit être saine. C'est ce que j'ai compris. Le discours du président Xi Jinping lors de la session de la CCPPC a été accueilli par des membres enthousiastes. Nombre d'entre eux estiment que cela devrait insuffler davantage de confiance au secteur privé. Le président Xi a parlé d'alléger le fardeau pesant sur les petites, moyennes et micro-entreprises. Il a expliqué que des mesures seraient adoptées pour soulager leur fardeau. Cela m'inspire beaucoup. Le président Xi a délivré un message important qui est que le gouvernement central soutiendra fermement le développement de l'économie privée. Le secteur privé devrait davantage participer et s'engager davantage pour réduire la pauvreté d'une manière ciblée. Je suis très intéressé par les conseils du président Xi portant sur l'économie privée. Je pense que cela insufflera de la confiance et apportera davantage d'investissements dans le secteur privé sur fond de récession économique. Un des points focaux des deux sessions de l'APN et de la CCPPC concerne la politique de l'offre. Nos équipes ont interviewé des députés pour leur demander ce qu'ils pensent de cette réforme. L'économie chinoise croît de façon modérée actuellement et en même temps intensifie sa réforme vers une économie de l'offre. Le pays avait jusque-là adopté une stratégie de développement pour stimuler son économie grâce à des investissements, de la consommation et des exportations. Mais avec la hausse de la productivité, les choses changent. La surcapacité, la hausse des prix du logement, la montée des dettes des gouvernements locaux, le manque de produits haut de gamme sont des problèmes auxquels la Chine doit faire face. Pour s'attaquer à ces problèmes, le gouvernement doit améliorer l'offre de produits pour stimuler la croissance. 2016 marque le commencement du 13e plan quinquennal. La politique du gouvernement concernant la réforme de l'offre arrive à point nommé. Les entreprises industrielles, spécialement dans le secteur de l'acier, ont un besoin urgent de déstocker et de se réorganiser. L'objectif de cette réforme est d'optimiser l'allocation de composants de production pour faire naître une croissance de qualité. Mais ce n'est pas une tâche facile. La guidance du gouvernement sur la réforme de l'offre encourage effectivement les entreprises à innover. Le gouvernement doit faire plus pour soutenir les entreprises engagées dans l'innovation technologique. Par exemple, en baissant les impôts ou en simplifiant les procédures administratives. Cela fera en sorte que le marché joue un rôle décisif dans l'allocation des ressources propres à bénéficier aux entreprises et à les rendre plus compétitives. La Chine va adopter une série de mesures pour améliorer la qualité des produits afin de suivre la demande. Et le but ultime est d'optimiser la structure économique pour un développement durable. Dongguan est une ville industrielle située dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, et connue sous le nom d'usine du monde. Ces dernières années, la ville a vu de grands changements en ce qui concerne la transformation et la modernisation des entreprises. C'est un atelier présentant un modèle de fabrication intelligente. Ici, plus de 180 manipulateurs travaillent dans la chaîne de production. Mais maintenant, on peut seulement apercevoir quelques travailleurs. Dans le passé, nos employés devaient travailler 12 heures d'affilée, mais plus maintenant. Nous avons seulement besoin d'une personne pour acheminer le matériel à une zone spécifique en 1 heure, et cette même personne se rend ensuite au centre de contrôle. Janus est un fournisseur de solutions qui offre un système de fabrication intelligente. Le volume de vente des machines-outils à commande numérique se hisse au premier rang en Chine et figure parmi les 3 premiers producteurs mondiaux. Le propriétaire de la société a indiqué que la formation des employés est un élément essentiel à la modernisation de l'entreprise. Dans le passé, ceux qui utilisaient leurs mains dans la production seront affectés à d'autres postes, comme planificateurs ou contrôleurs. Grâce aux subventions des administrations centrales et locales, la société a pu se développer sans accumuler de dettes. Le gouvernement nous fournit une aide précieuse, car la subvention gouvernementale s'élève à près de 90 millions de yuans. Et la ville nous offre aussi une subvention de 90 millions de yuans. En fait, pour des sociétés comme Janus,
le gouvernement municipal a lancé une série de mesures pour encourager les entreprises à se moderniser. L'innovation a aidé la ville à attirer plus de 171 projets depuis 2012. Avec des investissements s'élevant à plus de 100 millions de dollars, les usines de fabrication intelligente dans la ville ont dépassé la barre des 400, faisant de Dongguan la nouvelle usine du monde pour une nouvelle ère. Le responsable de la Banque centrale de Chine a déclaré lors de la récente réunion des ministres des Finances du G20 que la politique monétaire chinoise actuelle est prudente et relativement souple. Cette déclaration a attiré l'attention et certains ont même déclaré que la Banque populaire de Chine avait changé l'orientation de sa politique. Yi Gang, vice-gouverneur de la Banque populaire de Chine et membre de la CCPPC, a toutefois nié que la politique monétaire s'assouplissait. Je pense que la politique monétaire reste prudente, mais dans le processus d'exécution, il pourrait y avoir quelques flexibilités et changements. Le thème principal est la prudence. Un autre membre de la CCPPC, Li Daokui, directeur du Centre de la Chine dans l'économie mondiale de l'Université de Tsinghua, a indiqué que la politique monétaire existante de la Chine est plus diversifiée. La politique monétaire est aussi compliquée que la composition d'un médicament. Et je pense que beaucoup d'investisseurs et analystes ne comprennent pas la dite politique. Ils se concentrent seulement sur le plus de liquidités. Cependant, d'un côté, la politique permet d'injecter des liquidités. De l'autre, elle pousse les banques à assainir leurs mauvaises créances. Les 2 semaines de rencontres politiques à Beijing attirent l'attention d'universitaires de partout dans le monde. Certains d'entre eux ont développé un intérêt pour la Chine et son évolution au cours des dernières années. Yuri Tavrovsky est un universitaire russe qui se spécialise dans les questions chinoises. Ses connaissances viennent non seulement des livres, mais aussi de ses expériences de voyage. Il se dit très impressionné par l'idée de la mise en place de l'initiative Une ceinture et une route. J'ai visité un grand port dans l'est de la Chine. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il sert de plaque tournante pour le commerce avec le Kazakhstan. Ce port, grâce à la route de la soie, relie la ville de Liangyungang en Asie centrale. Monsieur Tavrovsky a publié plusieurs ouvrages sur la croissance de la Chine, dont un portant sur le rêve chinois, comme il est présenté par le président Xi Jinping. Il espère que ces livres vont permettre aux Russes de mieux comprendre la Chine. La Chine se trouve actuellement dans sa nouvelle norme de développement. Il ne fait aucun doute que l'avenir de la Chine est brillant. Je pense que nous avons de la chance d'être voisins de la Chine et nous sommes encore plus chanceux d'avoir une bonne relation. David Dollar est une sommité en ce qui concerne l'économie chinoise et les relations économiques entre la Chine et les États-Unis. Entre 2009 et 2013, M. Dollar a été l'émissaire pour les questions économiques et financières du département américain du Trésor. Il a salué la décision de la Chine d'amorcer une réforme de la gestion de l'offre. Depuis longtemps, la croissance de la Chine a été alimentée par les investissements et tout cela était nécessaire, le besoin de logement et d'infrastructures, mais ces besoins ont été comblés. Les gens consomment de plus en plus de services, alors c'est naturel qu'il y ait une période de transition entre les investissements et une économie basée sur la consommation. M. Dollar estime que la Chine a fait d'énormes progrès économiques au cours des dernières années. Le pays a maintenu une croissance rapide et a aussi réussi à contribuer de façon positive à l'économie mondiale. L'ouverture de l'Assemblée populaire nationale s'est déroulée au Grand Palais du Peuple samedi matin. Après avoir écouté le rapport de travail du gouvernement de cette année, plusieurs diplomates et responsables étrangers ont salué les plans économiques de la Chine. Plus de détails avec Xie Changchang, notre envoyé spécial à l'APN. Par rapport à la situation économique actuelle du monde entier, je crois que les chiffres sont très intéressants. Surtout que ce sont des chiffres qui tiennent compte de la situation économique de la population de la Chine. Je crois que ce sont des chiffres qui sont encourageants, surtout à ce moment où tout le monde fait face aux problèmes économiques. This is my first time attending
C'est la première fois que je participe à la réunion de l'Assemblée populaire nationale et je suis très impressionné par l'honnêteté de la présentation. Les raisons sont très claires et très bien gérées sous ce 13e plan quinquennal. Je pense que la focalisation sur l'amélioration de l'économie pour la prospérité du peuple et de la nation est très claire et que c'est réalisable grâce à la direction stratégique de la Chine, du commandement du président Xi Jinping et du gouvernement chinois. Je pense que c'est très clair et que tous les objectifs pourront être réalisés sous le 13e plan quinquennal. Une ceinture et une route encouragent la collaboration économique régionale et internationale. L'Égypte a soutenu cette initiative depuis le début et notre président, lors de ses visites officielles en Chine en 2014 et 2015, a confirmé son soutien au projet. De nombreux accords ont été passés entre l'Égypte et la Chine dans le but de le promouvoir. Le président Xi était au Caire en janvier, une visite historique pour l'Égypte, voire pour le Moyen-Orient. Elle a permis aux deux dirigeants de discuter des progrès obtenus au cours des 2 dernières années depuis la naissance du projet, ainsi que des moyens d'améliorer la coopération bilatérale économique dans le cadre de l'initiative Une ceinture et une route. Nous sommes pleinement engagés dans le projet et espérons que d'autres pays en bénéficieront également. China is at a very important period in their development because La Chine traverse une période de développement critique car elle passe d'une économie basée sur les exportations, l'investissement et la production de masse à une économie basée sur la consommation. Cela affecte naturellement l'économie qui ralentit alors que la Chine est habituée à une croissance rapide. Le développement sera durable mais plus modéré. Aujourd'hui, ils ont dévoilé un rapport sur l'année dernière qui indique une croissance à 6,9%, alors qu'elle était à double chiffre auparavant. Toutefois, il n'y a pas de menace pour la Chine, car tout a été prévu et le pays est préparé. Un sujet qui a beaucoup suscité l'attention est la décision du gouvernement d'assouplir la politique de l'enfant unique en fin d'année 2015. Revenons tout d'abord sur les coulisses de l'histoire. Après les périodes de famine des années 1958 à 1961, la Chine connaît un boom des naissances qui fait augmenter sa population de près d'un quart en l'espace de 10 ans à 818 millions d'habitants. Ceci pousse les autorités à prendre des mesures de contrôle des naissances. Ces mesures culminent avec l'adoption de la politique de l'enfant unique en 1979. Désormais, à l'exception de la quasi-totalité des minorités ethniques, les couples ne sont autorisés à avoir qu'un seul enfant. Cette politique très restrictive ne va pas sans susciter des problèmes sociaux qui prennent rapidement une ampleur inquiétante. Par exemple, la préférence dans les campagnes pour les enfants de sexe masculin, qui fait qu'encore aujourd'hui, la Chine est l'un des pays au monde où les garçons sont les plus nombreux à la naissance par rapport aux filles. Le gouvernement autorise alors dès 1984 les habitants des zones rurales, soit la grande majorité de la population, à avoir un second enfant si le premier est une fille. Puis, au cours des années 2000, une nouvelle vague d'assouplissement se produit. Car la Chine vieillit, et elle le fait vite. On estime qu'en 2050, 36% de sa population environ aura plus de 60 ans. La pression sera alors très forte sur la population en âge de travailler pour financer les soins et les retraites des personnes âgées. Ainsi, de plus en plus de couples sont autorisés à avoir un deuxième enfant. Cette suppression est donc avant tout symbolique, d'autant plus que le contrôle des naissances n'est pas abandonné. Les couples sont toujours limités, mais désormais à 2 enfants. De plus, le contrôle des naissances a conduit la Chine dans une impasse, le vieillissement accéléré de sa population, dont cette nouvelle politique des 2 enfants ne permettra pas de sortir. Les parents chinois rechignent en effet de plus en plus à avoir un deuxième enfant, en raison du coût de son éducation et des conséquences sur leur mode de vie et leur carrière. D'autres mesures incitatives, financières et sociales, sont donc nécessaires pour relancer la natalité. En Afghanistan, les talibans ont une nouvelle fois rejeté l'offre de pourparlers de paix qui, pour eux, sont une pratique dépourvue de sens. Aucun officiel du groupe ne participera donc au processus. L'annonce du groupe armé a été envoyée aux médias locaux. Ce samedi, l'Afghanistan, le Pakistan, les États-Unis et la Chine avaient récemment annoncé que des pourparlers directs entre le gouvernement afghan et les talibans se tiendraient la première semaine de mars au Pakistan. Mais les talibans ont déclaré qu'ils participeraient aux discussions si l'occupation étrangère de l'Afghanistan était terminée et si les noms des chefs des talibans étaient retirés de la liste noire.
Le gouverneur de la région grecque Macédoine centrale s'est rendu dans le camp de réfugiés situé à la frontière avec la Macédoine. Il a conseillé à la Macédoine et autres pays de l'ancienne Yougoslavie d'ouvrir leurs frontières immédiatement. Il a ajouté que l'Union européenne devait prendre des mesures contre les pays qui ferment leurs frontières s'ils sont membres de l'Union européenne ou s'ils souhaitent le devenir. C'est une grande crise humanitaire. J'ai demandé au gouvernement de mettre la zone en état d'urgence. Nous faisons ce que nous pouvons en tant que gouvernement régional avec les municipalités pour soutenir le très important effort de la Croix-Rouge et des autres ONG qui sont ici pour aider les réfugiés. La ville frontalière d'Idomeni, dans le nord de la Grèce, est devenue le point chaud de la crise des réfugiés en Europe. Près de 12 000 réfugiés, la plupart originaires de Syrie ou d'Irak, se trouvent bloqués dans des conditions sordides. Plusieurs pays européens ont imposé de nouvelles restrictions d'entrée sur leur territoire. Ces décisions ont bloqué le passage des migrants qui veulent sortir de Grèce. Un flux sans fin d'hommes, de femmes et d'enfants à la recherche d'une vie meilleure en Europe du Nord. Ils marchent à travers les champs et le long des autoroutes, et lorsqu'ils parviennent à cette ville frontalière grecque, voici ce qui les attend. Un petit camp de transit transformé en gigantesque ville recouverte de tentes, avec un accès limité à la nourriture, aux abris et aux soins médicaux. Il pleut depuis 2 jours et le terrain est devenu boueux. De nombreux enfants sont malades. Nous avons rencontré ici la petite Leïla, âgée de 3 mois, et sa mère, originaire de Syrie. Puis Mohamed, 23 ans, accompagné de son épouse et de sa famille. Ils attendent de traverser la frontière depuis une dizaine de jours, et ils n'ont plus d'argent. Nous ne sommes plus rien en Syrie, nous sommes venus ici pour nous sentir humains. Mais en fait, nous avons trouvé la même chose, nous sommes traités comme des animaux. Les agences humanitaires distribuent de la nourriture. La file d'attente s'allonge de jour en jour. Il faut ainsi attendre près de 2 heures pour obtenir un sandwich, quelques fruits et de l'eau. La Grèce a mis en place un nouveau camp, situé à seulement quelques kilomètres de là, où les réfugiés peuvent profiter de meilleures conditions de vie. Mais la plupart veulent rester près de la frontière, au cas où les portes s'ouvrent. Ils sont déterminés à ne pas rater leur seule chance de pouvoir continuer leur route. Je n'ai que 2 options, une est de mourir ici, la seconde est de traverser la frontière. Il n'y a que cela, soit mourir ici, soit traverser ces pays. J'espère pouvoir rejoindre l'Allemagne. Aucun d'entre eux ne souhaite rester en Grèce. Ils savent tous que le pays connaît une grave crise économique et comme nous confie Allah, même si la frontière ne s'ouvre pas, lui et beaucoup d'autres pourront trouver d'autres moyens, plus illégaux, pour atteindre leur but. Non, nous n'avons pas d'autre choix, nous n'avons qu'un seul choix possible, atteindre l'Europe du Nord, c'est le seul choix dont nous disposons. Nous n'avons pas d'espoir ici, pas d'argent, pas de santé, nous n'avons rien. Mais pour le moment, il reste de la nourriture. À la fin de la journée, les volontaires distribuent riz chaud et soupe de pommes de terre. Les réfugiés bloqués se préparent ensuite à affronter une nouvelle nuit froide, espérant que le lendemain leur apportera davantage d'espoir. La Cour constitutionnelle sud-africaine a rejeté le droit de faire appel au champion olympique Pistorius pour sa condamnation pour le meurtre de sa compagne. La Cour suprême a requalifié sa condamnation en meurtre en décembre après que les procureurs ont fait appel de la précédente condamnation d'homicide involontaire. Pistorius, pour rappel, a tué Riva Steenkamp le jour de la Saint-Valentin en 2013. Il a passé ces derniers mois en résidence surveillée chez son oncle à Pretoria. L'athlète risque maintenant une peine d'emprisonnement d'au moins 15 ans. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a déclaré que son gouvernement allait prendre en charge l'ensemble des activités minières du secteur du diamant. Le dirigeant estime que les entreprises minières actuelles ont volé la richesse du pays. Cette déclaration a été faite une semaine après la directive du ministère des Mines préconisant la cessation de l'activité minière à Marange, un site de champ de diamants. Le gouvernement fait savoir que les entreprises minières n'ont pas fait preuve de transparence concernant leurs opérations et leurs revenus. Jeudi, le président Robert Mugabe a déclaré que ces entreprises avaient dérobé la richesse de la nation. Malgré le fait que les champs de diamants de Marange sont considérés comme le plus grand gisement découvert ces derniers temps, les retombées du site n'ont pas été financièrement significatives pour la population zimbabwéenne. D'après le ministère des Mines, depuis 2010, le gouvernement a perçu 637,3 millions de dollars de revenus des mines. Le prolifique site de Marange a produit 29 millions de carats de pierres précieuses entre 2012 et 2014.
Pour tenter de comprendre ces opérations opaques, le gouvernement a proposé la création d'une seule entreprise minière au sein de laquelle l'État posséderait 50% des parts. Une stratégie qui s'est d'ailleurs révélée être un succès au Botswana, pays voisin du Zimbabwe. Ce qu'ils ont fait, c'est avoir un partenariat gouvernemental avec De Beers. Cette joint venture s'appelle Debswana. En observant leurs résultats, je pense que l'économie du Botswana en a bénéficié. Ce que nous avons fait ici, c'est accorder pléthore d'autorisations à tellement d'entreprises et avec ce type d'approche fragmentée, on ne peut pas construire de compétences de base, que ce soit dans l'exploitation minière du diamant ou dans son traitement. Depuis 2014, les entreprises minières résistent au plan d'assainissement, période au cours de laquelle l'expiration de leur licence exigeait l'arrêt de leurs opérations. Deux entreprises ont engagé une procédure judiciaire réclamant un accès à leurs mines. Ces mines sont aujourd'hui contrôlées par le gouvernement alors que les craintes se font pesantes concernant la sécurité des pierres précieuses. Ce qui est important à l'heure actuelle, c'est de garantir la conformité avec les exigences minimum du processus de Kimberley pour éviter toute contrebande de diamants. En effet, si on accorde 90 jours aux entreprises, beaucoup de choses peuvent arriver en 90 jours. Pour le président Mugabe, l'État doit maintenant détenir le monopole. Cela pourrait d'ailleurs marquer un changement de politique. Le gouvernement pourrait mettre ses projets en suspens. L'objectif est de consolider et de mettre sur pied une entreprise dans laquelle il pourrait détenir 50% des parts et faire cavalier seul. Posséder une compagnie chargée de l'extraction minière de Marange permettrait d'exercer un contrôle total sur les revenus et, dans le meilleur des cas, d'en faire bénéficier l'économie nationale. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour l'édition à midi, heure de Beijing. Excellente suite de programme.